Celui-ci fonctionne. Pas. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous laisse encore un peu le temps de vous installer. Il y a quelques retardataires. Mais nous allons commencer. On a très peu de temps et beaucoup de choses à dire. Donc cette conférence, comme vous avez pu le voir, est intitulée « La pierre est-elle toujours une valeur refuge en matière d'investissement ?» Alors c'est un peu tautologique, évidemment, la pierre est toujours une valeur refuge. En tout cas, c'est un investissement extrêmement apprécié des Français et ça ne se dément pas. La seule chose qu'on peut lui reprocher, et je pense que vous serez tous d'accord, c'est sa fiscalité qui est toujours jugée vraiment trop lourde. Alors nous sommes ici pour parler plus spécifiquement, pas uniquement, mais plus spécifiquement des biens neufs, dans la mesure où les pouvoirs publics qui veulent encourager la construction de logements se sont beaucoup servis et continuent à se servir beaucoup de l'effet de levier fiscal pour encourager l'investissement locatif, donc la production de logements destinés à de plus en plus de populations, ou à des populations au contraire très ciblées. Donc vous avez bien sûr tous entendu parler de la loi Pinel, parce que c'est aujourd'hui l'investissement locatif neuf qui est le plus connu, et c'est celui qui bien sûr permet de défiscaliser le plus simplement, moyennant certaines conditions. Mais il y a également d'autres produits qui sont aujourd'hui produits par des spécialistes de certains types d'hébergements, mais ce sont les résidences-services. Donc la résidence avec service, c'est un produit qui est dédié à une population qui a un besoin précis, étudiants, seniors, ce sont les plus connus, touristes. Et ce sont aussi des produits qui peuvent être vendus avec des avantages fiscaux à la clé assez importants, mais également d'ailleurs avec des petits bonus qui sont généralement appréciés des investisseurs, l'absence de problèmes de gestion et l'économie de TVA à l'acquisition. Tout ça sous le statut fiscal du loueur en meublé non professionnel, qu'on appellera peut-être par commodité LMNP. Donc ne vous en étonnez pas. Donc voilà le tableau. Les Français adorent la pierre. Aujourd'hui, les ventes dans le neuf, c'est 55% quand même de ventes à des investisseurs et non pas à des primo-accédants ou à des secondo-accédants. Donc les gens n'achètent pas du neuf majoritairement pour se loger, mais majoritairement pour investir. Donc c'est intéressant manifestement d'investir. Vous avez sans doute été tenté, sollicité, vous avez peut-être déjà par le passé réalisé un investissement locatif neuf, soit dans un logement que vous allez louer nu, soit dans une résidence-service. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il est toujours intéressant ? Et comment est-il intéressant d'investir dans ces produits d'investissement défiscalisants ? On vend du logement. On vend du logement quelquefois à des populations qui sont certes en pleine croissance démographique, les seniors, les étudiants, mais où les vend-on et comment les vend-on et pourquoi doit-on les acheter? Quels sont les avantages à la clé? Quelles sont les petites choses sur lesquelles il faut être vigilant? Donc nous avons réuni pour cette conférence sur ce plateau 3 spécialistes éminents de ces thématiques. À ma droite, tout au bout, nous avons Laurie Léger, qui est directrice, alors pardonnez-moi, je ne connais pas par cœur vos fonctions, directrice commerciale Île-de-France, du promoteur Réalité, qui est un promoteur qui est né plutôt dans la région ouest. Voilà. Plus près de moi, Laurent Jourda. Donc Laurent Jourda, lui, est directeur... du développement commercial, pardonnez-moi, on se connaît bien, mais j'arrive pas à retenir votre titre. Directeur du développement commercial de Résidétudes. Alors Résidétudes est un groupe qui a pignon sur rue, qui fait de la résidence-service pour étudiants, mais également un peu de seniors et des appart-hôtels. Oui, de plus en plus de seniors et des appart-hôtels. Voilà. Et à ma gauche, Dominique Ménigaud, directeur général du groupe Pierre et Vacances. Je ne crois pas devoir vous présenter le groupe Pierre et Vacances. Tout le monde connaît les résidences Pierre et Vacances, les Center Parks. Donc voilà, nous avons 3 éminents représentants de leur profession qui sont tout à fait aptes à nous parler à la fois de la fiscalité de leurs produits et également de leur marché, puisque c'est un secteur qu'il vaut mieux bien connaître malgré tout avant d'y investir. Donc nous allons commencer par vous, Laurie. J'aurais voulu que vous nous parliez d'abord de ces avantages fiscaux, que vous nous rappeliez en quelques mots. C'est quoi cet avantage fiscal Pinel ?
Et en gros, quelles sont les conditions, les avantages? Rapidement, hein, parce qu'on a 10-15 minutes maximum par personne. Je vais essayer d'être rapide. Bonjour à tous. Donc, l'avantage fiscal Pinel vous permet une réduction d'impôt de 12, 18 ou 21% suivant la durée de votre engagement de location, respectivement de 6, 9 ou 12 ans. Votre investissement immobilier est plafonné à 300 000 € par an, dans la limite de 2 investissements par an. Et vous avez également un plafond prix mètre carré de 5 500 €. 2 autres plafonds viennent s'ajouter à ça. Le premier, c'est le plafond de ressources des locataires. Le second, c'est le plafond du loyer. Ces 2 plafonds sont en fonction de la zone géographique qui est, comme vous les connaissez sûrement déjà, les zones A bis, A, B1 et B2 à la marge. Il y a une particularité sur le dispositif Pinel, c'est que le logement doit être loué non meublé et qu'il doit être la résidence principale du locataire. Enfin, le dernier avantage, c'est que vous pouvez le louer à vos ascendants et à vos descendants sous réserve qu'ils soient hors de votre foyer fiscal. Très bien, je vous remercie. Donc effectivement, la réduction d'impôt n'est pas peut-être la plus alléchante, entre guillemets, de l'ensemble des dispositifs défiscalisants qu'on a connus ces 20, ces 30 dernières années. Néanmoins, elle reste quand même intéressante et le dispositif Pinel a été recalibré par rapport à son prédécesseur du FLO, de manière à intéresser quand même davantage de gens. On a eu aussi un recalibrage des zones, donc les zones les plus à risque, où construire du neuf n'avait pas beaucoup de sens parce que le marché immobilier n'était pas suffisamment, le marché locatif en tout cas n'était pas suffisamment porteur pour que vous puissiez louer le logement que vous aviez acheté. On a rétréci ces zones de manière à ce que ce soit un petit peu plus réaliste. Alors il y a encore des choses qui ne vont pas très bien, mais quand même dans l'ensemble, on est plutôt globalement satisfait de ce dispositif Pinel. Voilà. Alors j'aurais justement voulu que vous nous disiez, sachant qu'on a quand même une problématique là en France, c'est l'absence de terrain constructible. En tout cas, le peu de terrain constructible disponible dans les centres-villes, dans les endroits où tout le monde finalement veut vivre, ou alors à des prix qui sont tellement faramineux que c'est difficile de faire sortir une opération. Donc ce serait intéressant de nous dire où investir aujourd'hui, en fait, quels sont les critères, comment choisir, où aller pour trouver un investissement Pinel qui ait du sens, c'est-à-dire un endroit où on est sûr de trouver un locataire, de le trouver au prix. Alors, vous parliez des plafonds de loyer, c'est une chose, mais disons un loyer de marché qui corresponde au pouvoir d'achat réel des locataires potentiels. Oui. Alors, où ? Alors déjà, peut-être rappeler en préambule que le gain fiscal ne doit pas guider votre achat. Voilà, ça c'est quand même très important de le rappeler. Ensuite, si on parle des zones, alors on peut s'intéresser dans un premier temps à Paris et sa première couronne. Là, on va s'assurer un investissement sécure. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, il y a une pénurie de logements. Il y a plus de demandes que d'offres, donc on va être rassuré sur le marché locatif. En revanche, on va avoir des prix de vente qui vont être élevés. Et le dispositif Pinel, encore une fois, plafonne le prix mètre carré à 5 500 €. Donc, c'est intéressant d'investir Paris Première Couronne si vous recherchez un investissement haut de gamme, mais en contrepartie, votre rentabilité, elle va s'en trouver affaiblie. Du coup, vous l'aurez compris, le dispositif Pinel, il va permettre d'optimiser plutôt sur des régions de la seconde et de la troisième couronne de la région parisienne. Sur ces secteurs, on va s'intéresser donc au marché locatif qui va être dynamique. Ce marché locatif, il est dynamique en fonction d'un bassin d'emploi. Et donc, les villes sur lesquelles on peut se tourner, c'est les villes qui vont être concernées, par exemple, par le Grand Paris. Rappelons que les transports, d'avoir des commerces à proximité, d'avoir une vie de quartier, d'avoir un vrai tissu économique, c'est vraiment important. Donc on peut citer des villes comme Marne-la-Vallée. On peut citer toutes les villes qui se trouvent autour du plateau de Saclay, où encore une fois, il y a un tissu économique et un bassin d'emploi qui est très important. Il y a également des villes du 91 comme Évry, comme Massy. Voilà, ça c'est des communes sur lesquelles vous allez être en dessous du plafond des 5 500 et où le loyer de marché est en corrélation avec le plafond de loyer Pinel.
Donc là, vous allez vraiment être à l'optimum de l'investissement avec, pourquoi pas, une potentielle plus-value. C'est un investissement qui est plutôt moyen-long terme avec des perspectives de développement. On va également s'intéresser à la province, puisqu'on est tous aujourd'hui réunis à Paris, mais que Paris n'est pas la France, et que donc on a 50 millions de personnes qui y habitent et qui travaillent en province. Et là, encore une fois, on va plutôt s'intéresser aux grandes agglomérations et à leurs banlieues proches, où on a un tissu économique fort, avec un bassin d'emploi important. Donc on peut citer des villes comme Nantes, Bordeaux, Rennes et d'autres. Voilà. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'il faut toujours visiter le bien, en tout cas l'environnement, puisque quand on est en VFA, on achète sur plan, mais visiter l'environnement du bien que vous achetez, faire une étude de marché, comparer le prix du neuf avec le prix de l'ancien et s'intéresser aux loyers qui sont pratiqués également. Oui, je vous remercie, avec un petit point d'avertissement sur le Grand Paris, parce qu'en effet, le Grand Paris est un secteur en plein développement et beaucoup de potentialités. Mais on sait également que les travaux de réalisation du Grand Métro, des transports en commun, qui est vraiment la clé de la réussite du Grand Paris, prennent du retard. Donc il faut vraiment, avant d'entrer dans un bureau de vente ou au moment où vous entrez dans le bureau de vente, être en possession du dernier état de développement des projets. On a des prolongements de lignes qui sont restés en suspens alors qu'ils avaient été annoncés. C'est aussi un problème pour les promoteurs d'ailleurs, parce qu'ils avaient lancé des opérations qui risquent de tourner court, ou en tout cas d'avoir des difficultés parce que la prolongation de ces lignes de transport en commun n'est pas assurée à temps. Donc si vous êtes sur une perspective vraiment de long terme, que vous investissez pour la retraite, vous n'avez pas l'intention de revendre immédiatement derrière, peu importe, quels que soient vos objectifs, si vous n'êtes pas pressé, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, ça finira sans doute par se réaliser, mais soyez quand même très vigilants sur le Grand Paris. Il faut voir, il faut aller voir sur place concrètement, pas seulement à quoi ça ressemble, mais si réellement les promesses de desserte en transport en commun vont se réaliser et à quelle échéance. Deuxième chose sur la province, nous avions échangé sur le marché de Bordeaux, que les franciliens adorent en fait. Ils ont vraiment beaucoup contribué d'ailleurs à la hausse des prix. Et c'est vrai qu'on a un marché ancien pour le coup sur Bordeaux qui est extrêmement limité, qui est étroit et qui peut difficilement faire mieux et qui est suffisamment saturé pour ne pas avoir de capacité d'extension. Il y a du neuf aussi qui s'est construit beaucoup, les bassins à flot, l'autre côté sur la rive droite. Voilà, sur la rive droite. Enfin, on construit beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes présent à Bordeaux aujourd'hui. J'ai pas regardé. On va lancer un programme de 160 logements. D'accord. Donc sur Bordeaux, quels conseils vous pouvez donner aux gens? Parce que pour le coup, les prix ont grimpé de manière assez phénoménale et la ville continue d'attirer parce qu'on est à 2h30 par la LGV de Paris. Donc quels conseils on peut leur donner? Ces implantations, est-ce qu'elles sont vraiment très choisies? Enfin oui, je suppose que vous les avez choisies avec attention, mais comment, pourquoi? Est-ce que vous avez pu avoir votre mot à dire dans ces grands projets d'aménagement aujourd'hui sur Bordeaux? Oui, alors on y reviendra après, puisque je vais vous expliquer ce qui fait notre force aussi chez Réalité. C'est avant tout de s'intéresser aux besoins des territoires et aux usages. Mais nous, la résidence que l'on va avoir à Bordeaux, elle est au pied du pont de Pierre, donc vraiment très bien placée dans Bordeaux. On a, voilà, encore une fois, le tissu économique, le bassin d'emploi, et le solde migratoire, effectivement, c'est important de le rappeler, c'est des milliers de nouveaux habitants par an qui arrivent. Maintenant, effectivement, quand on s'éloigne un petit peu, il faut peut-être être un petit peu plus vigilant, notamment sur la rive droite, un peu plus éloignée. Voilà, il y a des zones où on a beaucoup construit. Donc, encore une fois, se rendre sur place et essayer d'évaluer un petit peu le stock. D'accord. Et donc Nantes, on parlait de Nantes comme marché de repli éventuel par rapport à Bordeaux? Oui, complètement. Oui, Nantes, on a encore des prix qui sont complètement des prix de marché et c'est une ville qui est vraiment très, très dynamique.
Et alors donc justement, on en vient à ce fameux aménagement, puisque le problème, c'est souvent le nerf de la guerre, c'est souvent le foncier. Donc si vous pouvez intervenir au niveau de l'aménagement, donc en réalité la construction du territoire, son réaménagement et l'implantation du neuf dans ce cadre, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter et en quoi ça peut servir à aux gens qui sont ici, aux gens qui vont nous lire et aux gens qui vont investir, en quoi réalité finalement propose quelque chose de différent que ses camarades promoteurs? Alors, ce qui nous différencie chez Réalité, et c'est ce qui a animé Johan Joubert lorsqu'il a créé la société en 2003, notre ADN, c'est vraiment l'intelligence des territoires. Donc notre but, c'est de fabriquer de la qualité de vie pour demain. Et pour ça, on va d'abord s'intéresser aux besoins des territoires et aux besoins des usagers. Ça se traduit concrètement par quoi? C'est qu'avant de s'intéresser à ce qu'on va construire, à la surface habitable, au projet de construction en lui-même, on va en premier lieu établir un cahier des charges d'usage. C'est-à-dire qu'on va mener une vraie enquête sur le besoin du territoire et sur le besoin des usagers. Et cette enquête, une vraie enquête, elle va nous permettre de proposer du coup au territoire un projet d'ensemble qui va intégrer du résidentiel, du commerce, des équipements. Ce qui veut dire que vous évitez d'implanter des résidences dans des endroits qui seront pas chers, certes, pour construire et non plus pour vendre non plus, pardon, mais qui du coup trouveront des habitants contents d'être insérés dans un quartier en devenir. Oui, exactement. Bon, tout n'est pas parfait, je présume, mais en tout cas, votre ambition, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est notre ambition, c'est ce qu'on réalise. Et la particularité, c'est que on exploite et on gère nos programmes. Donc, on s'inscrit vraiment dans la durée. Donc, on a vraiment à cœur, chaque jour, de s'assurer de la qualité de ce qu'on construit. Donc, et vous travaillez avec les élus locaux, je présume? Complètement, avec les partenaires publics et privés. D'accord, très bien. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc le Pinel, c'est un dispositif qui est satisfaisant, qui est à peu près sûr, avec évidemment tous les avantages et les inconvénients qui vont avec ce type d'acquisition. Vous avez une réduction d'impôt, vous achetez un peu plus cher, mais par contre, vous n'avez pas beaucoup de travaux pendant 10 ans. Bon, voilà. Si vous achetez bien, vous revendrez bien. Donc, au bout de 10 ans, dans une résidence qui est bien implantée, si vous voulez en fin d'avantage fiscal revendre, sachant que votre acquéreur, lui, n'aura pas d'avantage fiscal si vous louez nu. Si vous avez loué nu et que lui veut louer nu, vous avez intérêt vraiment à ce que ce soit un bien de qualité bien placé, parce qu'il faut penser long terme et il faut penser ne serait-ce que moyen terme. Si vous voulez revendre, il faut impérativement que le bien, de manière intrinsèque en soi, sans avantage fiscal, intéresse un acquéreur et intéresse un locataire s'il veut mettre un locataire dedans. Donc voilà, c'est vraiment là le conseil qu'on peut donner sur ces investissements locatifs neufs dans la résidence principale nue. Alors, ça, c'est justement la location nue qui est taxée relativement. Hein. On sait qu'il y a 2 régimes. Je ne vais pas vous refaire un cours de fiscalité immobilière, mais très rapidement, quand on achète du neuf ou de l'ancien et qu'on loue nu, on a des revenus fonciers. Ces revenus fonciers sont imposés, impôt sur le revenu. Soit vous bénéficiez du microfoncier et vous avez un abattement forfaitaire de 30%, ce qui fait que vous ne payez d'impôt que sur la part des 70% restants. Soit vous êtes intéressé par un régime au réel et donc vous déclarez l'ensemble de vos revenus, vous déduisez l'ensemble de vos dépenses d'entretien, de vos charges afférentes à ce bien, et à ce moment-là, vous êtes imposé également au réel. Si vous avez un déficit, tant mieux, vous l'imputez sur votre revenu global. C'est très très simplifié, mais voilà la fiscalité de l'immobilier en location nue. Maintenant, on peut aussi pratiquer la location meublée. Location meublée, ce qui intéresse les investisseurs, c'est la résidence avec service. C'est un système qui fait que vous pouvez acheter un bien que vous donnez en location à un exploitant par un bail commercial, et lui va louer, meubler ce bien. Donc vous avez différents types de résidences-services, seniors, étudiants, personnes malades, même dans les EHPAD, tourisme, bien sûr. Monsieur Pierre et Vacances, à mes côtés, en est l'extraordinaire représentant, etc. Donc là, on a des marchés finalement qui sont... La fiscalité sera la même, mais chacun de ces marchés est spécifique. On ne s'adresse pas de la même manière à des seniors qu'à des étudiants, à des touristes, etc. Donc il faut vraiment aller vers des interlocuteurs qui connaissent très bien leur secteur, qui connaissent très bien leur marché, de manière à acheter de manière intelligente. Donc je vous parlais tout à l'heure des 3 avantages qu'il y avait à acheter en résidence-service.
Je vais laisser Monsieur Jourdain nous expliquer de manière peut-être plus détaillée. Mais donc j'ai mis en premier lieu la facilité de gestion, parce que c'est vrai que du coup vous déléguez complètement la gestion à un exploitant. Il faut qu'il soit bon, hein, l'exploitant. Il faut vraiment que pour le coup il ait les reins solides et les nerfs solides, qui va vous proposer un loyer initial qui va durer tout le long, si possible, de l'exploitation et pendant 9 ans, parce que c'est un bail commercial. Si jamais je dis une bêtise, vous m'arrêtez, vous me reprenez. Je n'hésiterai pas. Voilà. Donc, premier avantage, c'est l'exploitant qui gère. Deuxième avantage, lorsque vous achetez, on vous rembourse la TVA. Donc la TVA, c'est un facteur quand même qui majore pas mal le prix quand on achète dans le neuf. Et troisième avantage, bien sûr, cette fiscalité de la location meublée non professionnelle. Pour le plus courant des cas, on peut aussi passer en professionnel, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous le détailler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, un mot sur Résidétudes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc la société va avoir 30 ans l'année prochaine, et depuis 30 ans, on ne fait que ça, c'est-à-dire de la location meublée, de l'immobilier géré. On a commencé au tout début sur donc le marché de l'étudiant, qui était le seul marché à l'époque qui nous préoccupait. C'est un marché sur lequel on a surfé sur la vague démographique de l'augmentation du nombre des étudiants. À ce jour, on doit avoir à peu près une centaine de résidences gérées, de résidences étudiantes gérées. Donc on est partout sur le territoire français, partout où vous avez des étudiants. Et puis on s'est intéressé, il y a une petite vingtaine d'années, au marché des résidences hôtelières, ce qu'on appelle les appart-hôtels. Donc à la différence de ce que fait Pierre et Vacances, on ne s'intéresse pas très peu au tourisme, même si on en bénéficie partiellement, mais on s'intéresse aux personnes en mobilité professionnelle. Et le troisième marché sur lequel on est rentré en 2006, c'est le marché des seniors, je dirais, qui est déjà et qui sera le corollaire de ce qu'a été le marché de l'étudiant, puisque c'est un marché qui va doubler dans les 20 prochaines années, tout simplement sous l'effet de la poussée démographique du nombre de seniors, puisqu'on sera tous seniors dans quelques années. Et que dans le parcours résidentiel du senior, la bonne nouvelle, c'est que nous ne finirons pas tous notre vie en EHPAD, c'est dans des endroits médicalisés, puisque le vieillissement, qui est une question centrale des politiques, la bonne nouvelle, c'est que les gens vivent de plus en plus vieux, mais en meilleure santé. Donc le nombre de besoins de résidences médicalisées ne va pas exploser, il restera croissant, mais de façon non exponentielle, alors que dans le parcours résidentiel, il y a un nouveau besoin qui s'est créé, c'est-à-dire un besoin sur du résidentiel classique, de résidence principale des personnes, des seniors, mais en recherche de lien social, de service à la personne. Donc on a créé ce marché. À la fin de l'année, on aura à peu près 45 résidences gérées de type senior. Donc premier avantage, effectivement, être sur des marchés porteurs, puisque c'est des marchés à poussée démographique. Ensuite, effectivement, comme vous le dites, on n'a pas de souci de gestion. Mais le point clé, la clé de voûte du système, c'est le gestionnaire. À la différence de Pinel, c'est nous qui payons les loyers des investisseurs. Donc, en tant qu'investisseur, il faut s'assurer d'une chose, c'est de la qualité, de la solidité du gestionnaire. Et puis, il faut s'assurer aussi, à travers le bail commercial, de la qualité de la relation que vous allez avoir avec votre gestionnaire. Le troisième avantage que vous avez cité, il est réel, la TVA, donc pouvoir bénéficier ne pas payer la TVA, mais on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas ce qui va déterminer le choix de ce type d'investissement, à notre sens. Alors, simplement pour vous parler de loyer, évidemment, de loyer servi à votre investisseur, quel rendement maximum, à votre sens, fait sens, par exemple pour les résidences étudiantes? C'est-à-dire que quand si vous achetez un produit en résidence étudiante, on va vous dire on va vous servir un rendement de X%. Il y a toujours un risque que ce rendement, pour vendre, soit un petit peu élevé. Ça arrive. Donc, c'est quoi le pourcentage raisonnable, si c'est fait, au moins une fourchette? Ça a pu arriver chez certains gestionnaires. Il faut être très prudent. Le marché étudiant, c'est un marché qui continue à croître, mais plus aussi fort qu'avant. Le plus gros facteur de croissance de ce marché, c'est l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers. Ce nombre d'étudiants étrangers, il a augmenté en 5 ans de 12,5%. Il va encore augmenter donc de manière régulière, parce que la France est un des pays qui attire le plus d'étudiants en mobilité.
Donc c'est un driver important. Mais c'est un marché qui va continuer à croître, mais de manière assez raisonnable. Donc une rentabilité correcte, on doit pouvoir la soutenir sur une très longue période. Et puis il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Vous êtes bien informés, je pense, notamment au travers de l'attaque un petit peu des APL. Donc c'est un secteur qui est aussi soumis à cet élément-là. S'il y a moins d'APL, il faut en tenir compte dans les loyers qu'on propose aux investisseurs. Nous, on a déjà modélisé ça dans les loyers qu'on offre. Donc une rentabilité correcte en étudiant, évidemment ça va dépendre aussi de l'emplacement. Bon, chez nous, ça tourne à 3,80 hors taxe sur hors taxe, mobilier inclus. Peut-être que certains iront vous proposer jusqu'à 4%. Moi, je vous invite à être très prudent. Voilà ce qui est une rentabilité à notre sens correcte. Après, on a d'autres marchés. Le marché de l'appart-hôtel, on va offrir des rentabilités à peu près autour de 4,10, entre 4 et 4,10. Et le marché du senior, c'est un marché un peu plus... Bon, les loyers sont un peu plus élevés, il y a du service, donc on arrive à aller jusqu'à 4,25 de rendement. Parfois un tout petit peu plus, mais c'est dans ces eaux-là. Très bien. Et donc, au niveau du type de produit en résidence étudiante, par exemple, vous parlez des étudiants étrangers, ils cherchent quoi? Ils cherchent le campus, ils cherchent le centre-ville. Est-ce que vous pouvez vous implanter en centre-ville? Ou est-ce que éventuellement vous revendez des produits en centre-ville? Comment ça se passe concrètement quand on veut acheter? Alors nous, dans la chaîne de valeur, déjà on s'occupe de tout, de la partie gestion, location. C'est nous qui recherchons les locataires, qui les mettons dans les résidences. On va même les chercher parfois très loin, parce qu'on va chercher des étudiants jusqu'en Chine aujourd'hui. Donc on est très bien équipés. Alors vous faites tout pour recruter vos locataires, mais par rapport aux investisseurs, on leur donne quoi comme conseil? Alors les investisseurs, le conseil qu'il faut leur donner, c'est nous on évite les campus. Pour une raison assez simple, c'est que sur le très long terme, c'est-à-dire plus de 15 ans, une fac, une université peut bouger. Ça peut sembler bizarre, mais une ville comme Marseille, par exemple, il y a 20 ans, 25 ans, les universités fac étaient plutôt en périphérie, elles sont revenues à l'intérieur de Marseille. Donc ce mouvement, c'est compliqué de le suivre. Donc nous, on a pour politique d'éviter les campus. On est plutôt situé, la recette, c'est être à moins de 20 minutes en transport en commun d'un centre d'intérêt important pour un étudiant, et le plus près possible, au cœur de la ville. C'est-à-dire, on n'est pas 20 minutes au-delà de la ville, on est 20 minutes plutôt du centre, plus près du centre. Donc c'est ça l'idée. Pourquoi aussi? C'est que sur du très long terme, on a des résidences mixtes, des résidences qui font de l'étudiant, mais pour une partie qui peut aller jusqu'à 30%, qui font de l'hôtellerie, on va dire pour les jeunes en mobilité, les gens qui ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale, des anciens étudiants qui démarrent dans la vie active. Souvent, ils n'ont pas les moyens d'acheter un appartement pour démarrer. Donc, on mixe comme ça la population dans certaines résidences. D'autant que si la résidence, au bout de 15-20 ans d'exploitation, a perdu une partie justement de ses logements en exploitation et est devenue une copropriété, au moins en partie tout à fait ordinaire, il faut pouvoir loger à peu près n'importe qui dedans, non? Ça ne nous est pas encore arrivé. Ça ne vous est pas arrivé. Donc mais est-ce qu'il faut y penser? Mais théoriquement, ça ça pourrait arriver. C'est quoi le nombre minimum ou le pourcentage minimum de logements exploités par un exploitant pour conserver le statut de résidence-service? Vous savez, non? 70%, hein? Ouais, c'est 70%. C'est 70%. Ouais. Voilà. Donc, tant que la résidence est exploitée à hauteur de 70%, elle est une résidence avec service, avec les avantages notamment fiscaux attachés. Au-delà, ça devient plus compliqué, ça devient une copropriété. Ça redevient une copropriété classique. Alors nous, voilà. On n'a pas connu ce genre de désagrément, puisque je pense qu'on est un assez bon gestionnaire sur ce marché-là. Donc nous n'avons pas été expulsés par la copropriété en tant que gestionnaire. Je pense que tout ça est lié aussi à la qualité du bail qu'on propose à nos investisseurs, puisqu'ils ne s'occupent de rien. Même le renouvellement courant du mobilier, c'est nous qui le prenons à notre charge. Donc voilà, c'est quand même un gage de tranquillité pour l'investisseur. Oui, donc la qualité d'exploitant est à bien des égards vraiment très très importante. C'est vraiment la clé de voûte du système. S'il y a une chose à regarder, c'est ça. C'est ça, très bien. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà pour les marchés spécifiques de la résidence étudiante et senior, plus étudiante en effet que senior. La résidence de tourisme, alors ça, vraiment la résidence de tourisme, pendant longtemps, une réputation assez difficile a été attachée à certaines résidences en particulier
qui était implanté sous l'effet malheureusement d'une réduction d'impôt extrêmement alléchante dans les zones de revitalisation rurale. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais en gros on essayait de vendre avec une réduction d'impôt des résidences implantées dans des endroits où il n'y avait pas de touristes. Donc ça n'a pas fonctionné longtemps, il y a eu des faillites d'exploitants, mais est resté malheureusement attaché à ce type de produit une réputation qui n'est pas forcément toujours très juste. Donc on voulait relancer finalement la question de savoir s'il est aujourd'hui, finalement, une fois que ce marché a été assaini et que les problèmes sont réglés, est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui de s'intéresser à la résidence de tourisme spécifiquement? Et si oui, est-ce qu'il y a des produits neufs? Est-ce qu'il y a des produits qui ne sont plus neufs, mais du coup qui sont recherchés? Donc c'est quoi aujourd'hui ce marché de la résidence de tourisme? Et je vous passe le micro. Merci beaucoup. La question est bien posée. Le sujet de la résidence de tourisme, et on montre du doigt un sujet important, parce qu'on a commencé ce tour de table en parlant de fiscalité avec Pinel. La fiscalité destinée aux particuliers, elle est essentielle aujourd'hui, puisqu'il faut créer du logement, quel qu'il soit, pour y habiter. Il faut créer de l'hébergement pour le tourisme. Je rappelle quand même qu'on est la première destination en chiffre mondial d'accueil de touristes, et que c'est grosso modo 7,5-7-8% maintenant du PIB français. C'est à peu près le même pourcentage des emplois en France. Donc le tourisme, et que notre président Emmanuel Macron a fixé comme objectif à ses ministres d'avoir 100 millions de touristes en France en 2020. Donc c'est proche, et donc il faut des hébergements. Donc il faut absolument des moyens pour les financer. Mais la fiscalité, parfois, peut avoir des travers. Et la loi de Messine que vous citez, ça a été clairement un travers, mais pour deux raisons. Il y a une première raison, c'est qu'il y a l'élément matériel qui est de dire qu'à un moment donné, on construit quelque chose là où il n'y a pas forcément suffisamment de tourisme, et que c'est une zone en devenir, et que le devenir, il peut être parfois long à venir. Mais vous avez aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette loi a été faite à un moment où on n'avait pas encore connu une crise qui est la crise de 2008, et où il y a pas mal de régions de France, et vous pouvez écarter les résidences de tourisme, il y a pas mal de villages français qui se sont vus totalement désertés par une clientèle britannique à cause de cette crise. Donc il y a beaucoup d'éléments, mais comme quoi ça montre du doigt que la fiscalité est un élément essentiel à la constitution d'un patrimoine. Ce n'est pas la vérité absolue. On ne fait pas ça pour ça, mais ça contribue à créer un patrimoine. Alors, la résidence de tourisme en tant que telle, oui, c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui, puisqu'on a besoin d'accueillir des touristes. On a besoin de créer des hébergements qui sont que j'appellerais normés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes touriste français ou surtout étranger, vous avez besoin d'avoir une norme, de savoir dans quel établissement vous allez mettre les pieds. Donc les résidences de tourisme sont réglementées. Il y a des étoiles, comme dans l'hôtellerie, 3, 4, 5 étoiles. Et il y a des constructions qui se font dans des endroits, dans des zones géographiques où il y a un vrai besoin d'hébergement. En RT, résidence de tourisme, en ce qui concerne notre groupe, on est présent, on a 300 destinations en termes d'hébergement. C'est un choix important à faire quand on va chercher du foncier, que d'être dans un endroit où il n'y aura pas surabondance de stock. Les mairies aujourd'hui sont extrêmement vigilantes. Elles ont peur de ce qu'on appelle les lits froids dans les stations balnéaires, montagnes. Elles ont peur des lits froids. Les lits froids, ce sont des appartements qui appartiennent à des propriétaires, mais qui ne sont pas loués. Ils y vont 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans l'année, et tout le reste du temps, c'est vide. C'est l'obsession des stations de montagne qui, pendant ce temps-là, ne font pas vivre les remontées mécaniques, ne font pas vivre l'école de ski et toute cette activité. Donc les résidences de tourisme sont des atouts au développement économique des stations, mais en gardant en vigilance absolue la capacité du réceptif de la station. Le ski, ce sont les remontées mécaniques, c'est les pistes. La mer, c'est vraiment la capacité de séjour, la capacité d'hébergement déjà existant sur place. Donc il y a une grosse analyse à faire aujourd'hui en matière de développement. Alors il y a eu un avant et un après, c'est vrai, 2008 avec cette crise qui est passée par là. Maintenant, l'élément déterminant dans tous les placements, on ne va pas se voiler la face, hein, on est entre nous, la bourse, il y a des moments euphoriques, il y a des moments où ça baisse, il y a des moments compliqués, des moments faciles. Il y a eu des sujets compliqués sur certaines résidences de tourisme, mais à partir du moment où le gestionnaire qui était derrière était dans son cœur de métier, c'est-à-dire qu'il n'était pas uniquement un promoteur ou un commercialisateur qui avait pour objectif de faire de l'immobilier et le vendre, mais que son objectif c'était de l'exploiter, de vivre avec ses propriétaires longtemps,
le propriétaire a toujours la relation avec son exploitant. Nous, ça fait 50 ans qu'on fait ce métier. On a fêté notre demi-siècle cette année. C'était un élément déterminant pour nous que d'avoir cette exploitation. C'est l'ADN du groupe et c'est la base de revenus de l'activité du tourisme. Alors maintenant, il faut faire très attention à certaines choses quand on se positionne sur une résidence de tourisme. La rentabilité qu'évoquait Laurent, je partage tout à fait son analyse sur la capacité à analyser la rentabilité d'une opération sur sa capacité réelle qui vient de l'exploitation, de l'exploitant. Combien un exploitant est capable, tout en gagnant sa vie, parce qu'un groupe doit aussi gagner sa vie, on doit gagner de l'argent de son métier, combien on est capable de servir de rentabilité à un propriétaire. Je vais vous donner 2-3 exemples. Un site Center Parcs, on citait la marque, un site Center Parcs qui est ouvert toute l'année. 365 jours par an, on est capable de donner 4% hors taxe sur le prix hors taxe à nos propriétaires. Un site à la montagne où il y a une exploitation qui est très saisonnière. La montagne, c'est simple, 52 semaines par an, vous avez 23 semaines d'ouverture, 26 semaines d'ouverture, pardon, vous avez 13 semaines d'exploitation qui intéressent l'exploitant. Les hautes, les très hautes saisons. Les moyennes et basses saisons, elles couvrent les frais fixes, mais elles ne font pas gagner d'argent au groupe qui exploite. Et sur ces 12 ou 13 semaines qui restent d'exploitation haute ou très haute, vous avez généralement, dans le cadre des possibilités d'achat, de l'occupation. Et les propriétaires viennent aussi occuper. Donc, on est obligé de doser le loyer financier qui pourrait être servi, à la fois en fonction de la durée d'exploitation de la résidence à l'année, de l'ouverture, et en fonction également des attentes des propriétaires qui vont venir chercher parfois du séjour dans leurs biens. Et alors vous me disiez que, ça peut paraître anecdotique, mais vous me disiez que la moyenne montagne était plus très sûre, hein, qu'il valait mieux aller vers la haute montagne, hein, parce que le réchauffement climatique ne garantit pas l'enneigement. Alors, la montagne est un vrai sujet. Le réchauffement climatique pose une question à laquelle tout le monde a globalement la réponse. On sait très bien qu'aujourd'hui, en termes de positionnement de nouvelles résidences, on se positionne soit sur de la très haute montagne, dans le cadre de stations où les domaines skiables sont vraiment la recherche première des clients, soit locataires, soit investisseurs. Ou alors, il arrive encore qu'on aille dans de la moyenne montagne. Par exemple, on est à 1400 mètres d'altitude, on est à Méribel Centre. Et là, à Méribel Centre, on a une telle rareté de foncier que lorsqu'on peut y faire une résidence, là on est sur du premium 5 étoiles, on y fait une résidence qui est achetée non pas pour la rentabilité. Alors là, je vais aller à 180 degrés à l'opposé. On n'achète pas du tout, les clients qui achètent à Méribel n'achètent pas du tout pour le loyer. Ils achètent pour la plus-value, le potentiel de valorisation du patrimoine qui est énorme puisqu'il n'y a plus de foncier et qu'on est en plein centre de la station. Donc vous voyez, les objectifs peuvent être différents. Mais on revient aussi sur un sujet, c'est que pourquoi et la pierre est-elle une valeur refuge? Le terme valeur refuge n'a de sens qu'à partir du moment où on s'inscrit dans le temps. On fait de l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a quand même le terme immobile. Immobile, c'est de la durée, c'est du temps. Donc il faut se laisser le temps. 10 ans en immobilier, c'est pas long du tout. 10 ans en immobilier, c'est le minimum pour souffler un peu, absorber une partie d'un crédit quand il y a du financement qui se fait généralement sur du 15-20 ans. On en voit même plus maintenant qui réapparaissent en termes de... On en voit des plus longs en termes de durée. Donc on est sur un produit qui est immobile. Donc le choix stratégique est essentiel et de se dire pourquoi je le fais. Est-ce que j'ai une contrainte de temps qui va être de le revendre impérativement au bout de 10 ans? Et là, moi je vous poserai une question, faut-il faire de l'immobilier ou autre chose? Et quel est mon objectif final en termes de patrimoine, de loisirs, d'occupation, de transmission, puisque c'est quand même l'outil en termes de valeur refuge qui permet de répondre à tous les besoins patrimoniaux. J'en connais pas d'autres. La création grâce au crédit, la protection familiale, vous avez un crédit, vous décédez le lendemain de la signature chez le notaire, le capital est remboursé à la banque et les ayants droit ont un capital et des loyers. La préparation de la transmission d'un bien immobilier, les revenus complémentaires. Dans notre cas de figure particulièrement, on a aussi du loisir, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Donc on répond à tout. Maintenant, il faut que ce soit le bon dosage et de faire l'opération en pleine connaissance de cause de ce qu'elle peut apporter ou de ce qu'elle ne peut pas apporter. Et pas faire rêver les gens sur un certain nombre de sujets en termes de performance financière et économique qui ne seront pas là. Et alors, du coup, ça m'inspire quelque chose, puisque vous avez parlé de transmission. Là, pour le coup, c'est une question qui va être un peu entre M. Jourda et vous, M. Ménigaud.
quand on investit, dans une résidence avec service, finalement, on a un avantage, c'est que on touche des loyers, c'est le locataire qui paye son loyer. On n'a pas le problème de celui qui achète pour occuper, par exemple, une résidence senior et qui va avoir des héritiers qui vont, ou pas d'ailleurs, devoir payer des services qui, au décès de l'occupant, ne sont plus utilisés. Alors, on en est où à ce niveau-là et comment ça se passe? Parce que je sais que c'est une grosse préoccupation, ou ça a été en tout cas. Donc, j'aurais bien aimé que vous nous fassiez un petit point rapide sur le sujet. Merci. Oui, là vous faites allusion, c'est assez juste, au premier modèle de résidence senior qui a existé, où on mélangeait des occupants propriétaires avec des occupants locataires. Et évidemment, ça a créé un problème évident, c'est que quand les propriétaires décédaient, les ayants droit n'avaient pas les mêmes objectifs que les gens qui occupaient précédemment le bien, et devaient trouver un acquéreur qui ait exactement les mêmes objectifs, puisqu'évidemment les charges étaient extrêmement élevées. Donc nous, on a fait le choix, quand on a démarré dans l'activité en 2006, de partir sur un modèle purement locataire. C'est-à-dire que quand un occupant quitte l'appartement qu'il occupe en tant que locataire, on n'a qu'à retrouver un nouveau locataire. Et les ayants droit, si un investisseur donc décède et ses héritiers se retrouvent avec ce bien, ils peuvent le céder et on s'en occupe. On s'occupe pour eux de concrètement, ils n'ont pas revendre. besoin de payer des charges. Non. C'est notre travail d'exploitant. C'est ça. Voilà, ça c'est notre rôle d'exploitant, de subvenir à ce sujet-là. Et notamment, nous, ce qui nous intéresse, puisque la durée de présence des locataires dans le résidence senior, elle est quand même beaucoup plus élevée qu'en EHPAD, où on est plutôt sur 4-5 ans. On essaie de l'allonger. C'est qu'au fil des années, les locataires consomment de plus en plus de services. La restauration, l'aide à la personne, c'est leur résidence principale, mais ils consomment quand même beaucoup ces services, puisqu'ils viennent là, a priori, parce qu'ils ont un besoin de sécurité, et ce fameux besoin de service. Donc cette histoire-là, ces sujets-là, ne sont plus des sujets parce qu'on a arrêté le mélange des genres. Voilà, c'est un choix stratégique qui a été fait par notre société. Très bien, je vous remercie. Et alors, je me retourne de nouveau vers vous parce que j'aurais aimé que vous nous parliez un peu de, finalement, c'est vrai que la résidence de tourisme, c'est aussi un produit de loisir et pas seulement un produit d'investissement. Donc finalement, c'est quoi le bon dosage? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est lié à l'endroit où on investit? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui choisir de se dire, tiens, j'aimerais bien aller là une semaine, 2 semaines peut-être par an en vacances, mais en même temps, je veux que ça me rapporte. Donc comment ça fonctionne? Expliquez-nous, est-ce qu'il y a un bon dosage, une bonne répartition? Ça dépend des localisations? Alors, ça dépend en premier lieu du temps que vous allez passer avec un conseiller, un chargé d'affaires, à analyser vos objectifs et vos moyens. Pour être très clair, un bon investissement immobilier ne peut être fait qu'à partir du moment où on sait pourquoi on le fait sur le long terme et quels sont les moyens qu'on a à y mettre. Quand on sait pourquoi on le fait, on va peut-être faire tout simplement un Pinel, parce qu'on a la jonction fiscalité, placement pur et dur, de l'étudiant, du senior ou de la résidence de tourisme. La résidence de tourisme permet de conjuguer à la fois certains avantages qui ont été cités, la récupération de la TVA, le bail commercial en meublé, qui est quand même un atout majeur, parce qu'on parle de fiscalité aujourd'hui, et c'est vrai que c'est quand même une petite aberration de se dire que la flat tax touche tout sauf les revenus immobiliers. Il paraît que ce n'est pas un investissement productif quand ça crée 2 emplois et demi par appartement construit. Pardonnez-moi, je ne rentre pas dans ce débat. Mais c'est quand même du productif. Donc, il y a quand même un certain nombre de beaux avantages. L'enjeu de la résidence de tourisme, c'est qu'elle permet, en fonction de ses besoins, d'apporter une solution long terme, voire très long terme, revenus complémentaires, tout ce que je citais tout à l'heure. Et aussi de se dire, quand je suis dans une destination touristique, et si je me faisais plaisir à court terme, c'est-à-dire que je peux signer un bail locatif qui va me dire pendant 10 ans, je touche un loyer financier net de charge. Je touche 10 par an, point final, inflaté de l'indice IRL, point final. Ou alors je touche un petit peu moins, mais par contre j'ai le droit d'y aller une semaine, un week-end, un midweek ou plus, en fonction de mes besoins.
Et ça permet d'avoir accès évidemment à son appartement, sa résidence, mais ça permet aussi d'avoir accès à ce qu'on appelle dans notre jargon la bourse d'échange, c'est-à-dire un accès. Si vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez une semaine d'occupation par exemple dans votre bail en haute ou très haute saison, et bien vous pouvez aller en haute ou très haute saison dans les autres résidences en biens équivalents du groupe. Donc ça permet de répondre aux vrais besoins long terme auxquels répond l'immobilier, et ça permet aussi de se faire plaisir immédiatement. Je suis propriétaire pour ma retraite, je constitue du patrimoine, et puis tous les ans, je vais passer une semaine à Avoria parce que j'aime bien le ski, puis une année, j'ai envie de changer, je vais aller passer une semaine sur la Méditerranée parce que je vais aller au soleil. Donc oui, il y a le plaisir qui vient se joindre au côté investissement long terme et placement du produit. Très bien, je vous remercie. Écoutez, on est allé un peu vite. 1 heure, c'est quand même très très rapide pour parler du Pinel et des résidences-services à la fois sur les segments étudiants, seniors, tourisme, et on a à peine évoqué les appart-hôtels. Donc voilà, l'idée c'était de planter un peu le décor, essayer de vous donner déjà un certain nombre d'éléments, de conseils si vous êtes intéressé par ce type de produit. Je vous suggère maintenant de passer, on a une demi-heure devant nous, si vous avez des questions à poser à nos interlocuteurs, le micro est à eux, donc je suppose qu'il va y avoir, oui, la jeune fille qui est derrière vous a un micro qu'elle va faire passer dans la salle, donc y a-t-il des questions? Alors monsieur, au milieu. Oui, une question à propos de l'avantage Pinel ou l'avantage Sellier antérieurement. Bon, il se dit, ou j'ai lu à plusieurs reprises dans la presse économique, que souvent cet avantage fiscal, étalé sur 9 ans en général, était en fait souvent accaparé par le promoteur en amont qui majorait son prix de vente d'autant. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est partiellement vrai? Quelle est votre opinion à ce sujet? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on est promoteur et qu'on construit une résidence, on ne construit pas une résidence Pinel. On construit une résidence et ensuite, quand on va la vendre, elle va être vendue soit en résidence principale, soit en Pinel. Et on en revient un petit peu aux échanges de tout à l'heure, c'est vraiment s'intéresser au tissu économique, au stock, au bassin d'emploi, parce qu'effectivement, il y a eu des zones et il y a eu... voilà, et c'est pour ça que le Pinel a été recentré un moment, puisqu'il y a des zones périurbaines qui ont été des vrais ghettos, entre guillemets, de dispositifs celliers et dans une moindre mesure Pinel. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui, grâce au recentrage des zones, est plus d'actualité. Voilà. Mais pas oublier que quand on construit avant tout une résidence et à l'intérieur, on peut faire le choix de disposer du Pinel. En fait, ce que vous voulez dire, c'est est-ce que parce qu'on estampille cellier, on majore le prix, voilà, parce qu'on sait qu'il y a une réduction d'impôt et du coup, on va essayer, oui, vous êtes là, on va profiter, le promoteur profiterait de l'appel de la réduction d'impôt pour majorer le prix. Donc, ce que vous nous répondez, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas sur les produits équilibrés, on vend des résidences neuves d'abord, donc qui doivent à la fois satisfaire des accédants, des gens qui vont occuper et des investisseurs. Alors, à moins que vous procuriez des grilles de prix et que vraiment ces grilles de prix démontrent que vous avez un tarif investisseur, entre guillemets, et un tarif accédant, ce qui là, pour le coup, vous donnerait entièrement raison. Mais dans le cas contraire, si vous avez un prix, c'est le même pour tous les appartements, que vous vous déclariez après en optant, vous, fiscalement, pour un dispositif fiscal, plutôt pour un dispositif défiscalisant ou pas. Voilà. Donc à la limite, c'est la seule façon de vérifier que vous n'avez pas de majoration de prix associée à la défiscalisation. Il faut juste essayer de voir quels sont les prix. Vous présentez comme si vous achetiez pour occuper et non pas pour investir. Et si voilà, c'est le prix de base, il faut s'y tenir et comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Oui, voilà, c'était l'objet, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on construit, on se doit d'être dans un prix de marché, puisqu'effectivement, on ne connaît pas à l'avance l'objectif de notre client, pas forcément. Moi, je me pose une question quant au profil du locataire dans le Pinel.
même si les plafonds de ressources sont relativement bas, le profil le plus demandé est encore en dessous du Pinel. Et j'ai peur que sortent de terre beaucoup de Pinel avec peu de candidats à ce type de logement, ce qu'on avait anciennement avec le HLM supérieur qu'on appelait ILN. Juste un avis, puis je te laisse répondre. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi faire une analyse de marché. Le Pinel répond à des plafonds, ne serait-ce que de loyer. Nul n'est interdit d'aller consulter les vrais loyers de la zone géographique sur laquelle on lui vend un bien. Le juge de paix, c'est quand même le marché, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez beau créer une grille de prix ou une grille de loyer théorique, sur le papier, le juge de paix, c'est le marché. Et ça, il faut y faire attention. Et les promoteurs aujourd'hui sont pas décorrélés de cette partie-là, parce que allez, vous vendez en Pinel. On vend en Pinel un bien immobilier. On vous vend généralement un écart de trésorerie entre un crédit et un loyer. Donc imaginez si dès le premier loyer qui est proposé par le locataire qui rentre dans les lieux, il y a une décorrélation majeure entre ce qui était envisagé et ce qui est en réalité. Donc il y a vraiment une corrélation qui est faite avec le marché, qui est hyper importante. Quant au prix, c'est pareil. Vous avez des endroits, on parlait tout à l'heure de zones en effervescence aujourd'hui avec le Grand Paris, mais il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter aujourd'hui déjà à un prix très élevé dans certains endroits parce que très développé, ou alors se dire qu'on est en ce qu'on appelle dans des quartiers ou dans des villes qui ont un potentiel de développement, parce qu'à 3 ans, il y aura ces transports, il y aura tout ça, et qui apporteront un potentiel de plus-value. Donc il faut quand même prendre le temps quand on fait un investissement. Vous avez les conseils de professionnels, mais aujourd'hui, il y a à portée de main toutes les informations par Internet, par les agents immobiliers, par les agences de location, pour s'assurer que ce qu'on dit est quand même vrai. Il faut faire une petite triangulation. Vous avez le plafond de loyer, certes, mais vous avez le plafond de ressources. Donc vous prenez le plafond de ressources, vous divisez par 3, vous voyez à peu près quel est le, ou plutôt vous multipliez par 3 et vous voyez quel est le plafond de loyer, si vous voulez avoir un comportement prudentiel. Donc le profil du locataire Pinel, finalement, plutôt avant d'acheter en Pinel, il faut vraiment connaître le marché locatif, savoir quel est par rapport au plafond de ressources applicable dans la zone en Pinel, quel est le loyer maximum que peut supporter ce locataire. Et puis après, vous avez des dispositifs qui vous permettent aussi de vous garantir contre les loyers impayés. Disons que vous n'êtes pas... Enfin, c'est vraiment une analyse à faire. Il ne faut pas se laisser prendre par la main sur un Pinel, jamais. Voilà, il ne faut pas acheter de la rentabilité théorique. Il faut vraiment analyser le marché locatif, avoir une bonne idée des locataires, c'est qui, combien ils gagnent, où est-ce qu'ils travaillent, est-ce que dans ce bassin d'emploi, là, vous aurez plutôt des clients de banque, par exemple, le 94 aujourd'hui, voit se relocaliser des sièges de banque. Il y a beaucoup de gens qui vont venir bosser là. Il y a beaucoup de programmes qui sortent de terre. Bon, ben voilà, vous avez la possibilité de vous dire, vous avez des grands groupes quand même qui emploient des gens qui vont avoir un salaire. Est-ce que les plafonds Pinel collent ou pas, et est-ce que du coup votre locataire il sera convenable, est-ce qu'il vous conviendra en tant que locataire. Mais je dirais que c'est la même analyse qu'il faut faire dans chaque entrée en location. Donc vous avez une option, c'est vous finalement qui choisissez de faire du Pinel, c'est pas seulement le promoteur, c'est pas le promoteur. On vous propose des logements, vous voulez investir, vous voulez défiscaliser, vous vous engagez moyennant un avantage fiscal à loger pendant X années un locataire avec des ressources Y. Il faut faire vos calculs. C'est vraiment, pour le coup, de la responsabilité de l'investisseur. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'on présente souvent les choses de manière un peu statique, un peu mécanique, et on oublie de dire que l'investisseur a aussi ses petits calculs à faire. Je voulais juste vous demander, entre le moment où vous achetez, quand vous achetez en VFA, donc le temps que tout se construise, vous avez un marché qui existe, mais on ne peut pas connaître le prix exact au bout de 2 ans, par exemple, si ça dure 2 ans, la construction. Donc, on le voit bien, entre le moment où on achète, si le prix était à un niveau, il peut très bien baisser après. Ça, on l'a vu par le passé. Donc, enfin, si je peux répondre. Quand on lance une opération, effectivement, entre le moment où on décide d'y aller et le moment où ça va être livré et construit, vous avez raison,
c'est 2 ans la durée. Mais en immobilier, d'abord les prix ne bougent pas de manière exponentielle en 2 ans. On n'a pas des plus 30, moins 20, etc. Et à partir du moment où on décide d'y aller, c'est qu'on a fait une étude de marché, on a négocié un marché de travaux. C'est-à-dire que pour vous proposer une grille de prix, ça veut dire qu'on a contracté avec une entreprise qui va nous livrer, qui va nous faire la construction. Ça peut être, parfois elles sont intégrées aux promoteurs que nous sommes, parfois elles sont à l'extérieur. Ça veut dire qu'on est bien, enfin on a fait notre travail et on sait que le prix de construction livré dans 2 ans va nous coûter ça. Donc tous ces éléments-là sont intégrés avant même qu'on vous propose un programme, qu'on vous propose un bien à acheter. Des loyers, si vous voulez. Les loyers, on nous propose des loyers, une certaine rentabilité qui est exacte au départ et on voit bien après comment le marché. Je vous invite à regarder l'évolution de l'IRL, qui est l'index de revalorisation des loyers, sur les 3-4 dernières années. Il n'a quasiment pas bougé. Oui, mais ce n'est pas pour ça que les loyers n'ont pas baissé. Ça, c'est notre. Je ne sais pas de quel loyer vous parlez en particulier, mais il n'y a pas de baisse comme ça de loyer qui sort de nulle part. Non, ça ne sort pas de nulle part, justement. C'est en fonction du marché. Oui, le marché. La situation économique. Hein, oui, mais quand on arrive avec une résidence Pinel ou autre, puisque nous, payons les loyers, on est quand même aussi tributaire du marché locatif. On a fait nos études de marché, on analyse quand même les mouvements de population, c'est sur du très long terme. Oui. Une ligne de métro, si il est décidé qu'elle soit construite, ça va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Enfin, il y a des choses assez faciles à anticiper. Et je dirais que les premiers à souffrir d'une baisse de loyer ou d'une montée de loyer enfin d'une baisse plutôt, ça va être les logements les plus anciens, les plus vétustes. Sinon, on arrive sur un marché avec un nouvel actif immobilier qui sera aux dernières normes de construction, qui sera au niveau énergétique, qui aura des performances excellentes par rapport à un produit locatif, effectivement, qui a 20 ans, 30 ans. On va venir, nous, soutenir le marché locatif au prix haut, quand les bâtiments les plus anciens et là je vous rejoins, vont souffrir peut-être d'un tassement ou pour retrouver un nouveau locataire, vont devoir baisser leur loyer. Ça, c'est comme quand vous achetez une voiture, il y a des voitures neuves et des voitures d'occasion, c'est pas le même prix. Oui, moi je me permettrais juste d'ajouter qu'en effet, si vous êtes sur un marché locatif porteur, ce que vous nous décrivez, la baisse de loyer, c'est une baisse de loyer tendancielle et tangentielle. On est sur le moyen long terme. Il y a des endroits où les loyers baissent, il y a aussi des endroits où le marché est peu porteur à la base, peu dynamique, et où finalement, lorsqu'un nouveau logement arrive sur le marché, on ne peut pas mettre un loyer très élevé parce que les nouveaux locataires, ceux qui vont entrer là-dedans, finalement n'accepteront pas de payer ce loyer. Donc vous parlez du risque finalement de faire un Pinel sur un marché peu porteur où 2 ans plus tard, on se retrouverait dans une configuration de marché où, au fur et à mesure des libérations de logements qui seront peut-être pas en très bon état, en effet, le loyer nouveau, alors à condition parce qu'il y a des règles quand même qui font sur les zones non tendues, ça va jouer dans les zones tendues, on est protégé par le décret de blocage des loyers qui fait que les loyers ont toujours tendance à monter, mais ils sont bloqués parce qu'on ne peut pas augmenter d'un locataire à l'autre de plus de l'IRL. Par contre, pour les logements neufs, on peut choisir son loyer de mise en location. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous êtes sur un marché peu porteur, avec des logements neufs qui arrivent dans un contexte où les loyers sont plutôt tangentiellement à la baisse, c'est sûr que 2 ans plus tard, il y a un risque. Mais je dirais que le risque, il existe déjà aujourd'hui. Il existe au moment où vous achetez. Si vous êtes sur un marché porteur, à moins d'une crise, on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri d'une crise. Donc à moins d'une vraie crise qui fasse s'effondrer les prix des loyers, il y a quand même peu de risques pour que vous arriviez sur un marché où, d'un seul coup, la tendance soit inversée et où la progression, ou du moins la stabilité soutenue des loyers, soit devenue une baisse des loyers sur les nouveaux entrants. Donc c'est toujours pareil, un bon Pinel, c'est un marché locatif porteur, et vous vous mettez à l'abri des désastres, vraiment des retournements, ou du moins des situations médiocres où le marché n'est pas suffisamment porteur, où il est fragile, et où tout est question justement d'équilibre entre les nouvelles résidences avec de meilleures prestations, les logements vétustes que les propriétaires entretiennent de moins en moins. Il y a toujours un cercle vicieux à un marché peu dynamique. Et il y a un cercle vertueux sur les marchés dynamiques. Donc c'est vraiment la première des choses à faire pour se mettre à l'abri d'un renversement de tendance. Maintenant, ça arrive, ça existe, mais il faut être avisé, il faut réfléchir.
Oui, François Bollon. J'ai une question pour Monsieur Ménigaud. J'ai trouvé que vos réponses, je suis dans le coin, de l'autre côté. Bon, enfin, je pense que vous avez repéré, c'est bon. Parfait. J'ai trouvé que vous avez botté en touche sur la rentabilité des résidences de montagne. Je crois que, pour le présenter différemment, si les 13 semaines d'exploitation que vous avez citées sont effectivement utilisées, vous pourriez peut-être nous dire quelle est la rentabilité à ce moment-là. Il est bien évident que chacun peut choisir de reprendre parmi ces semaines des semaines pour lui, mais il faut bien qu'il comprenne qu'il va en perdre un rendement. C'est assez logique. Deuxième question, vous avez parlé des résidences de montagne, mais il n'y a pas que la montagne. Qu'en est-il sur les autres résidences? Est-ce que vous avez des résidences, par exemple, à la mer ou à la campagne, ou je ne sais? Il y a les center parks, mais parlons en général. Quelle est, à ce moment-là, les rentabilités que vous imaginez? Merci. Oui, effectivement, je vous remercie de me reprendre sur ce sujet, parce que je ne vous ai pas donné de chiffres tout à l'heure. Je vais vous les donner. Sur la montagne, aujourd'hui, je vous donnais l'exemple d'une résidence premium 5 étoiles que nous faisons à Méribel. Le calcul des loyers perçus sur une année qui nous permettent de fonctionner et de servir une rentabilité à nos financières, hein, je ne parle pas de semaine, à nos propriétaires, on est de l'ordre de 2%. Mais on est sur ces 2% avec un bail dans lequel vous avez également de l'occupation. Là où vous êtes sur Center Parcs à 4%, vous avez une résidence à Deauville, presqu'île de la Touque, qui est ouverte également toute l'année, 365 jours par an à 2 heures de Paris. On va être sur du 4, on monte jusqu'à 4,10% pour les formules sans occupation financier pur. Après, avec l'occupation, c'est de l'arithmétique assez pratique, c'est-à-dire qu'on sait combien nous coûte une semaine de haute ou de très haute. Et on a dans une grille très précise, on a la chance d'avoir un stand sur le salon si vous voulez avoir tous les détails justement des formules, parce qu'il y a une déclinaison qui est large. En fait, pour répondre précisément formule par formule, c'est quasi impossible, parce qu'aujourd'hui on se rend compte d'une chose, c'est que nos clients qui viennent chercher, alors du financier pur c'est facile, j'achète, je veux du financier, je suis propriétaire, j'ai une réduction en tant que propriétaire sur l'ensemble du catalogue locatif Pierre et Vacances Center Parcs. Donc tout va bien, je ne me pose pas de questions. Quand je veux des séjours, on se rend compte aujourd'hui qu'on a, vous savez, c'est le principe d'une société où on est dans une société de consommation à délai court. Je veux avoir une souplesse de fonctionnement dans ce que je veux faire. Donc je veux avoir la possibilité de prendre des week-ends, des midweeks, de cumuler les deux. Et là, on travaille des formules qui sont adaptées à chacun de nos clients en fonction, encore une fois, de son objectif. Parce qu'on a parfois le fantasme, entre guillemets, de se dire j'achète à Deauville et je vais y aller forcément 2 semaines par an. Et puis nos propriétaires, après, c'est bon, j'y vais une semaine. Puis après, j'y vais 2-3 week-ends. Mais le choix de départ est essentiel pour bien caler la formule à ses besoins. Donc la variabilité au milieu du financier et de l'occupation, elle est très fluctuante et elle dépend vraiment du modèle que chaque propriétaire va choisir. Dans le cas des locations meublées, je comprends que les baux sont en général d'une durée de l'ordre de 9 ans. Que se passe-t-il à la fin, au bout de ces 9 ans? C'est ma première question. Si vous me permettez, j'en ai une deuxième. Vous venez d'évoquer un certain nombre de produits, résidents étudiantes, seniors, tourisme, avec des rentabilités financières qui varient entre 3,8 et 4,10. Si je suis un pur financier, je dirais l'usage du bien m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité. Et d'une certaine façon, je suis protégé par ce bail des 9 ans. Donc pourquoi est-ce que je vais aller chercher un produit à 3,8%, enfin, qu'importe, sur 9 ans versus un produit à 4,1, puisque c'est la fourchette de chiffres qui a été notée. Autrement dit, est-ce que ce n'est pas une question de risque au moment du renouvellement du bail? Alors, c'est une bonne question. Et la différence, en fait, elle est liée au sous-jacent, c'est au marché étudiant, etc. Mais c'est aussi des seuils d'entrée. Pourquoi choisir un 4,10 par rapport à un 3,80? Effectivement, on peut se poser la question. Il n'y a pas de notion de risque dans le choix, c'est plutôt des notions de seuil d'accès.
Pour une résidence étudiante, les premiers prix en province, on va pouvoir avoir accès à ce genre de marché à partir de 70 000 € hors taxe. Alors qu'en hôtelier, ce seuil, je parle des seuils bas, hein, mais ça va plutôt être 120, 130. Et en senior, le prix moyen, ça va plutôt être 160 et plus. Nous, le panier moyen d'un investisseur chez nous, c'est plutôt 200 000 €. Et le prix moyen d'un appartement, c'est 165 000 €. Donc voilà pour les différentes. C'est vraiment pas lié au risque, si c'était votre question. Après, je crois qu'il y avait une question sur la fin de renouvellement du bail. C'est un moment important dans la vie d'une résidence. Je dirais que dans la quasi-totalité de ce que nous, on a fait, on a renouvelé, enfin, on a poursuivi la gestion. On en est à au troisième ou quatrième renouvellement des baux sur certaines résidences. Donc, on poursuit l'activité. On sollicite peu ou pas du tout les investisseurs. Il arrive qu'au bout de 20 ans, là, j'ai un cas en tête, au bout de 20 ans d'exploitation, on demande aux investisseurs de participer à un maximum la moitié pour rénover l'intérieur des appartements. Ça va, pour vous donner un montant, ça va être 1 200 à 1 500 € pour un 2 pièces. Mais ça va procurer aussi un avantage fiscal, puisqu'au bout, vous imaginez bien qu'au bout de 20 ans, il n'y a plus rien à amortir, bien souvent. Et dès la première année, l'investisseur va pouvoir repasser en charge cette rénovation, parce que un bien immobilier, au bout de 20 ans, dans n'importe quelle copropriété, vous devez mettre un coup de pinceau et changer quand même 2-3 choses, et retrouver un peu de fraîcheur sur le marché locatif. Donc c'est bien vécu par nos investisseurs, ils le comprennent. Et par contre, tout ce qui est des parties communes, ça reste à notre charge, et c'est nous qui les rénovons. Voilà. Et tout ce qui est dans la vie de la résidence, vous imaginez bien qu'en 9 ans, une résidence étudiante, souvent le mobilier ne tient pas 9 ans, hein, je peux vous dire. Donc ça résiste mieux dans les seniors. Voilà, le senior est moins virulent sur l'utilisation du mobilier, quoique. Et donc on renouvelle, on n'attend pas, on ne retrouverait pas d'offres, enfin nos produits doivent être loués, donc ils doivent être à chaque fois au top, quoi. Alors, sur la partie choix de formule, dans l'approche commerciale d'une résidence de tourisme, il y a une vraie étude de fait au départ. En fait, c'est assez simple. Quand vous valorisez votre opération, le montage de votre opération, le cash que vous apportez, le crédit que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place, et l'épargne que vous êtes capable de mobiliser mensuellement ou annuellement. Quand vous avez une formule avec occupation, que vous vous dites, tiens, j'irais bien y passer une semaine par an, ça rentre dans le modèle économique parce que, en règle générale, nos clients ont entre 4 et 5 semaines par an et c'est une semaine de vacances qu'ils financent par ailleurs. S'ils venaient chez Pierre et Vacances en vacances ou dans toute autre forme d'hébergement, ils ont un coût de vacances. Et cette semaine qui rentre dans leur bail, c'est une semaine qu'ils ne vont pas dépenser sur leur budget de fonctionnement annuel. Donc ça rentre dans un modèle global. On valorise cette semaine. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de rappeler que les séjours sont valorisés fiscalement. Au prix catalogue, moins généralement, c'est 25%, c'est les commissions de TO, de tour opérateur qu'on prend en compte dans la valorisation fiscale du client. C'est valorisé fiscalement. C'est un loyer en espèces d'un côté et en nature de l'autre. D'où l'importance du choix que vous faites au départ, parce que si vous prenez un bail avec 2 semaines de vacances qui rentrent comme un loyer nature fiscalisé, que vous ne les prenez pas, c'est un peu dommage. Donc le choix au départ est important, mais ça rentre vraiment dans la découverte qui est faite, dans les habitudes de vacances, dans les pratiques. Et vous voyez, ce qui est le cas le plus fréquent, ce sont des clients qui achètent chez nous avec 1 semaine de vacances et qui vont généralement au sport d'hiver. C'est la semaine de ski qui est toujours en point de mire parce que beaucoup de nos clients vont faire du ski et partent généralement aux périodes de haute saison, février entre autres. Donc ça rentre vraiment dans le cadre d'une stratégie patrimoniale de départ et d'une analyse profonde qui est faite. Et je reviens juste sur la notion du bail. Je crois qu'il faut aussi être très clair parce que parfois en tant que gestionnaire, on nous fait des reproches. L'engagement du bail ferme, il est de 10 ans. C'est 9 ans légalement, vous aviez tout à fait raison. On a fait un bail ferme de 10 ans. Au bout de 10 ans, on fait une analyse réelle de la situation économique de l'exploitation, d'où l'importance du choix de départ, d'où l'importance des loyers qu'on va proposer à nos clients et aussi cette variabilité qui est grande, hein, moins de 2% jusqu'à 4 et quelques pourcents, il y a de la grande variabilité. Mais c'est important de faire le choix, de faire un bon calcul dès le départ parce qu'au départ, on sait
ce que l'on peut servir avec l'objectif, comme le disait Laurent Jourdas, c'est d'arriver au terme du bail avec une proposition de continuité d'exploitation, étant entendu que le propriétaire a le choix ou non de continuer, de revendre, ou si tous ont envie de nous quitter, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de contrainte légale là-dessus. Merci, mais il nous reste que quelques minutes, vraiment. Donc peut-être une toute dernière question, mais courte, si c'est possible. Monsieur là-bas. Et puis après, je vous laisserai, monsieur, madame à droite. Ah. Vous ne la voyez pas les cacher juste derrière l'écran. Alors, monsieur, brièvement, et ensuite madame, et puis après on arrêtera. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez rejoindre nos interlocuteurs sur chacun de leurs stands respectivement. Donc voilà, n'hésitez pas. Étant donné que l'administrateur de Résidétudes n'a aucune obligation forcément de renouveler le bail, que se passe-t-il? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas de renouvellement? Et que fait le propriétaire dans ce cas-là? Parce que c'est le problème, on reste avec un bien sur les bras. Alors, on gère un peu plus de 230 résidences. En 30 ans, on n'en a jamais abandonné une, et je dirais qu'on n'a pas envie de le faire, pour une raison simple, c'est que la valeur de notre société repose quand même essentiellement sur les activités de gestion. C'est-à-dire que, certes, on est un promoteur, gestionnaire, exploitant, mais ce qui fait la valeur de Résidétudes, c'est le fait d'avoir 31 000 logements en gestion, en exploitation. Et c'est notre mission numéro 1 de poursuivre ces activités. Alors, je ne dis pas que sur plus de 230 résidences, on a des succès fantastiques partout, mais on est sur les 3 activités, on est en situation de succès et on croit beaucoup au marché senior dans les 20 prochaines années. Donc, il y a un effet de seuil aussi, c'est-à-dire que pour être un gestionnaire pérenne, il faut quand même avoir il faut avoir un nombre de résidences. Il y a un seuil critique dans toute activité. Moi, je trouve très difficile de voir des gestionnaires gérer 7, 8, 10 résidences. Je ne sais pas comment ils font pour équilibrer leurs affaires. Ils ont peut-être un savoir-faire qu'on n'a pas nous. Mais voilà, il y a un effet de taille aussi qui n'est pas négligé. Donc, on ne l'a jamais fait. Ce n'est pas dans la politique de le faire parce qu'on a vraiment envie et besoin de maintenir ces activités. Et on est en croissance. Et alors, pour être tout à fait complet, on fait même l'inverse. C'est-à-dire que tous les ans, on reprend en gestion des résidences qui sont abandonnées par des gestionnaires qui n'ont pas su maintenir l'activité. Donc c'est même le contraire, notre credo. Alors dans ce cas-là, ma question c'est, en cas de décès du propriétaire, que se passe-t-il? Parce que le bail ne peut pas être renouvelé forcément avec ses descendants, enfin ses héritiers. Donc que font les héritiers? Est-ce qu'ils ne vont pas être perdants, si vous voulez, au moment de la revente d'un bien qui était destiné à... C'est très difficile de trouver à revendre un bien comme celui-là, non? Ah bah pas du tout. Non. Alors, nous, dans notre souci de prolonger la gestion et de la conserver, on propose aux investisseurs, aux ayants droit, qui voudraient sortir, de s'occuper de la revente. On veut s'en occuper. Donc, quelqu'un qui viendrait nous voir en disant, voilà, mes parents sont décédés, ce bien-là, je ne sais pas trop quoi en faire, j'ai besoin d'argent. Ben, on va prendre un mandat de vente et on va s'occuper de le revendre. Pourquoi? Mission numéro 1, parce qu'on veut garder la gestion du bien, puisqu'il est dans une résidence, donc on ne veut pas voir nos résidences se miter, c'est le terme qu'on utilise, par des pertes de gestion. Et donc, on va s'en occuper. Et puis surtout, on veut qu'il sorte dans de bonnes conditions, pour d'autres raisons, pour des raisons d'image et de pérennité de la société. Donc on s'en occupe aujourd'hui, tous les ans, on fait à peu près 300 mutations, entre 300 et 400 mutations par an, donc de vente de biens anciens. La moitié des acquéreurs de ce marché-là sont déjà propriétaires Résidétudes, donc c'est des gens qui ont compris l'intérêt de l'opération. L'autre moitié sont soit des salariés, soit des gens qui ne nous connaissaient pas. Et donc les ayants droit ne sont pas pénalisés, ils vendent un bien immobilier. Et là, on est soumis aux mêmes règles que n'importe quel bien immobilier. C'est-à-dire la valeur locative forme le prix. C'est-à-dire si les parents, vous touchez un loyer de, je sais pas, de 4,5-5%, même souvent plus, parce que dans le temps, les loyers ont progressé. Donc, imaginons que vous ayez une valeur locative de 5%, c'est ça qui va former le prix de revente. Et avec une valeur de 5%, vous avez un acquéreur derrière sans problème. On est plutôt en tension sur le marché de la revente.
Encore faut-il s'en occuper. Et en matière de revente, il y a un point qui est extrêmement important, parce qu'on parlait de fiscalité tout à l'heure. La fiscalité du meublé, du LMNP, loueur en meublé non professionnel, a un avantage important. Alors, je reviens sur la question de la succession en préambule. La succession, généralement, la majorité des cas, malheureusement, c'est le décès d'un conjoint. Et donc, le patrimoine reste dans les actifs successoraux et permet d'avoir, quand il y avait du crédit, un patrimoine payé. Et s'il n'y a plus de crédit, il y a les loyers qui sont perçus, avec l'avantage d'être perçus sans fiscalité, ou pratiquement pas, lié à l'amortissement du bien sur les revenus perçus. Le meublé permet, rappelons-le quand même, d'économiser sa tranche fiscale et les contributions sociales. C'est quand même pas neutre aujourd'hui quand on touche un bénéfice d'un placement financier quel qu'il soit. Il y a un avantage fiscal qui est essentiel là-dessus. En matière de revente, le meublé a un atout fabuleux. C'est que l'amortissement du bien qui permet de ne pas payer d'impôt sur les loyers perçus n'est pas lié au bien, mais il est lié au propriétaire du bien. C'est-à-dire que vous allez le céder 3 fois, vous allez l'amortir 3 fois, puisque vous changez de propriétaire. Donc votre nouvel acquéreur sur le marché secondaire qui arrive, et de surcroît, ça peut être un Français, ça peut être un étranger, puisque l'avantage fiscal s'applique parce que le bien est en France. Votre nouveau propriétaire sur le marché secondaire bénéficiera de l'amortissement, touchera ses loyers nets d'impôts. Donc c'est un avantage fiscal qui lui aussi se transmet, que ce soit en succession, que ce soit en sortie simple, l'avantage fiscal se transmet. Et c'est loin d'être neutre parce qu'aujourd'hui, la fiscalité sur l'immobilier, elle n'est pas tendre, mais l'amortissement permet de toucher des revenus. Et quand vous percevez du 4% aujourd'hui pratiquement sans impôts et contributions, très sincèrement, en forme de loyer garanti sur des baux comme ceux qu'on évoque de 10 ans minimum, c'est loin d'être ridicule en termes de performance. Voilà, on arrête là. Je vous engage vivement à aller retrouver nos interlocuteurs sur leur stand parce que je ne doute pas que vous avez d'autres questions à leur poser. Et je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir accordé votre attention cet après-midi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci.